On dit que le rire d'une belle-mère peut traverser les murs. Le sien, ce soir-là, glissait comme un couteau poli sur la porcelaine. Je m'étais promis de ne pas trembler, de sourire, même quand chaque mot sonnait comme un verdict. Autour de la table, les regards pesaient, les verres tintaient avec une précision cruelle. Elle riait en disant que j'étais une chercheuse d'or, et les autres riaient aussi, par confort, par peur, ou peut-être pour ne pas être les prochains à être jugés. Mais derrière mes lèvres figées, un secret brûlait. Ce fameux contrat qu'elle pensait être l'arme de son fils, c'était moi qui l'avais rédigé. Pas pour l'argent, mais pour la vérité, pour me rappeler que tout amour a un prix. Ce soir-là, entre le cristal et les éclats de rire, je savais déjà que la guerre ne serait pas hurlée, elle serait murmurée, dans les silences, dans les gestes trop polis, dans la main qui se retire. Juste avant le contact. La pluie tombait encore quand elle a quitté la maison. Les rires restaient suspendus derrière elle, comme des échos d'un théâtre cruel. Elle marchait sans parapluie, laissant chaque goutte effacer un peu du vernis qu'on lui avait imposé. Dans la rue déserte, les vitrines renvoyaient son image brisée en fragments multiples. Comment pardonner à ceux qui rient en te détruisant doucement? Et pourquoi la trahison fait-elle plus mal quand elle s'habille de silence? Le contrat, elle le portait dans son sac, plié, marqué par les traces de doigts tremblants. Pas un mot d'amour, juste des chiffres, des clauses. Et au fond, la preuve que la loyauté pouvait aussi s'écrire en secret. Elle se souvenait du jour où tout avait commencé, un sourire au café, une promesse simple, presque banale. Rien ne laissait présager qu'un jour, les mots « je t'aime » seraient suivis d'un contrat. Ce matin-là, il avait parlé d'amour éternel, elle avait répondu par prudence. C'est là que tout s'était joué, entre la peur de perdre et le besoin de se protéger. Derrière chaque serment se cachait déjà une ombre, celle d'une mère trop présente, d'une femme qu'il n'avait jamais vraiment quittée. Les mots d'Élise résonnaient encore dans la tête de Camille. Chaque phrase était une gifle enveloppée de velours. Tu comprendras un jour, ma chère, l'importance de protéger ce qu'on possède. Ce qu'on possède la hantait. Était-elle devenue un bien, un trophée? Ou un risque à maîtriser? Dans le miroir, elle ne se reconnaissait plus. Ce soir-là, elle a juré de ne plus se taire, même si la vérité devait tout briser. Le lendemain, la maison était silencieuse. Même le tic-tac de l'horloge semblait hésiter. Elle s'est assise devant la table où tout avait commencé, a sorti l'enveloppe, et d'une écriture lente, a ajouté une dernière clause. Là, on n'est pas à vendre. Puis elle a signé. Ce n'était pas un adieu, mais une déclaration de guerre. Derrière les rideaux, le jour se levait, tiède et doré, comme une promesse de recommencement. Le silence après la tempête est souvent plus cruel que la dispute. Le lendemain du dîner, la maison semblait respirer un autre air, plus froid, plus méfiant. Il lui parlait à peine, choisissant les mots comme on choisit ses pas sur du verre brisé. Elle savait qu'il avait compris, que derrière sa signature, il y avait un message qu'il n'était pas prêt à lire. Parfois, aimer quelqu'un, c'est l'obliger à voir ce qu'il fuit. Le parfum d'Élise traînait encore dans le couloir, trace invisible de son empire. Entre ces murs, rien n'était vraiment à elle. Pourtant, à cet instant précis, une force nouvelle naissait. Ce n'était plus la peur qui la guidait, mais une lucidité brûlante, celle qui précède la rupture. Il avait trouvé le courage d'ouvrir l'enveloppe. Le papier tremblait dans ses mains. Les mots y étaient simples, directs, impossibles à nier. Ce n'était pas une trahison, c'était un miroir. Chaque ligne disait « Regarde qui tu es devenu ». Elle le regardait lire sans rien dire. Ses yeux cherchaient la colère, il n'y trouva que le calme. Et c'est ce calme qui le déstabilisa le plus, car rien n'effraie davantage que quelqu'un qui ne veut plus se battre pour rester, mais pour partir dignement. Élise n'a pas attendu longtemps. Son instinct de contrôle l'avait averti. Elle est venue sans prévenir, parfum fort,
Sourire poli, mots glacés. Elle s'est assise comme si tout lui appartenait, même l'air. « Tu n'aurais pas dû toucher à ce document », a-t-elle dit doucement, avec cette douceur qui précède toujours le venin. Elle croyait encore détenir le pouvoir. Mais ce jour-là, quelque chose avait changé. La peur avait quitté les yeux de celle qu'elle appelait la petite. Les mots sont devenus des armes invisibles. « Tu crois pouvoir réécrire nos règles ?» Elle a répondu sans hausser la voix. « Non, je les ai simplement lues jusqu'au bout. » L'air vibrait entre elles, comme si les murs retenaient leur souffle. Par la fenêtre, le vent faisait danser les rideaux. On aurait dit que même la maison voulait choisir un camp. Derrière la colère, il y avait une vérité nue. Elles se ressemblaient plus qu'elle ne voulait l'admettre. Deux femmes cherchant à ne pas disparaître dans l'ombre d'un homme. Quand Élise est partie, le parfum qu'elle laissa derrière elle mit du temps à s'effacer. Le soir tomba lentement, et avec lui, un silence apaisé. Camille s'est assise, seule, devant la fenêtre. Les reflets de la ville se mêlaient à son visage. Peut-être qu'il ne s'agissait pas de fuir, mais de renaître ailleurs, autrement. Elle n'avait plus peur d'être jugée. Elle comprenait maintenant que certaines guerres se gagnent sans témoin, simplement en cessant de jouer le rôle qu'on t'a imposé. Les jours suivants avaient le goût du silence. Pas celui du repos, mais celui des cicatrices qu'on cache sous les manches. Ils vivaient encore dans la même maison, mais tout autour d'eux semblait déplacé. Les gestes étaient mécaniques, les phrases courtes, les regards fuyants. Elle préparait le café sans en boire une gorgée. Ils partaient avant qu'elle ne se réveille. C'était leur nouvelle danse, sans musique ni rythme. Mais au fond, elle savait qu'il lisait encore et encore ces lignes qu'elle avait écrites. Peut-être qu'il cherchait à comprendre, peut-être qu'il espérait y trouver une excuse. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle aussi les relisait chaque nuit. Pas pour regretter, mais pour s'assurer qu'elle avait eu raison d'oser dire la vérité. Une lettre arriva un matin, papier à en-tête officielle. Elle hésita avant de l'ouvrir, craignant un piège, une ultime manœuvre. Mais ce n'était ni un avocat, ni une menace. C'était une invitation. Élise voulait la voir, seule. Dans le jardin d'hiver, là où tout avait commencé, une part d'elle voulait refuser. Mais une autre savait que certaines vérités ne se règlent qu'en face, sans témoin, sans secours. Elle plia la lettre, la glissa dans son sac et partit, le cœur calme, presque serein. Comme si elle allait fermer un cercle, pas seulement une plaie. Le jardin d'hiver sentait encore le thé à la menthe et la poussière des souvenirs. Élise l'attendait, droite, immobile, comme une statue qui refuse le temps. « Tu es venue seule », constata-t-elle. Pas un mot de bienvenue, pas un sourire. Le silence entre elles était plus lourd que la pluie qui menaçait dehors. Camille posa le contrat sur la table basse. « Je ne suis pas venue pour me justifier. » Élise regarda longuement, puis demanda « Alors, pourquoi es-tu venue ?» Elle répondit simplement « Pour que vous sachiez que je n'ai jamais voulu son argent. Juste il m'écoute. » Ce fut la première fois qu'Élise détourna les yeux. Leur voix restait basse, presque tendre, mais les mots pesaient. « Tu crois qu'on aime pour rien ?» demanda Élise, le regard perdu vers les fleurs fanées. « Non, » répondit Camille. « Mais parfois on aime mal. » Ce fut un long silence, presque un deuil. Puis Élise sourit. Un vrai sourire, fatigué, fragile. « Tu crois qu'il te pardonnera ?» murmura-t-elle. Camille répondit. « Ce n'est pas lui que j'attends de pardonner. » Les rideaux frémirent, le thé refroidissait, et entre elles, sans qu'aucune ne le dise, quelque chose venait de changer. Quand elle quitta le jardin d'hiver, la pluie avait cessé. Le ciel s'éclaircissait, lavé de toute colère. En sortant, elle croisa Julien sur le chemin. Il ne dit rien. Elle non plus. Mais dans ce silence, il y avait plus d'honnêteté que dans toutes leurs conversations passées. Elle comprit alors que certaines histoires d'amour ne se terminent pas par une rupture, mais par une révélation.
celle de deux êtres qui apprennent enfin à se voir tels qu'ils sont, sans illusion, sans contrat, sans promesse. Le vent souleva une mèche de ses cheveux. Pour la première fois, elle sourit sans trembler. Les jours suivants furent étrangement calmes. Pas de cris, pas de reproches, juste cette distance paisible, comme si tout avait déjà été dit. Camille redécouvrait le silence, non plus comme une punition, mais comme une liberté. Elle passait des heures à écrire, à ranger, à trier. Ce n'était pas une fuite, c'était une renaissance discrète. Julien la regardait sans comprendre. Lui cherchait encore un moyen de sauver ce qu'il restait, sans savoir que parfois, on ne sauve pas un couple, on sauve deux personnes qui se noyaient ensemble. Et pour la première fois, elle ne voulait plus être sauvée. Elle ouvrit une vieille boîte dans laquelle elle gardait leurs souvenirs. Des lettres, un ticket de cinéma, une photo cornée. Tout semblait appartenir à une autre vie. Chaque objet avait perdu sa promesse, mais conservait sa tendresse. Elle sourit en voyant leur première photo ensemble, puis la déposa dans une enveloppe. Pas pour la jeter, mais pour lui rendre ce qui n'était plus à elle. C'était son geste d'adieu, doux, sans colère. Le genre de fin qu'on choisit quand on ne veut plus gagner, juste comprendre. Julien rentra plus tôt ce soir-là. Il trouva l'enveloppe posée sur la table. Pas de mots, pas d'explication. Juste cette photo qu'il avait presque oubliée et au dos quelques lignes « Merci pour la vérité ». Il resta longtemps debout, le regard fixé sur l'écriture. Peut-être comprit-il enfin que l'amour n'était pas ce qu'on promet, mais ce qu'on apprend à laisser partir. Le silence entre eux n'était plus vide. Il était plein de ce qu'il n'avait jamais su dire. De son côté, Élise observait sans intervenir. Pour la première fois, elle ne cherchait pas à contrôler le récit. Elle voyait son fils perdre quelque chose qu'elle n'avait jamais su lui apprendre à garder. La confiance. Elle se surprit à éprouver une forme de respect pour celle qu'elle appelait autrefois la chercheuse d'or ou un point. Peut-être que cette jeune femme avait simplement eu le courage de poser des limites là où elle-même avait tout sacrifié. Et dans le reflet du miroir, Élise reconnut sa propre défaite, celle d'une femme qui n'avait jamais su aimer sans posséder. Une fin ne se déclare pas, elle s'installe. Ce soir-là, Camille s'assit sur le balcon. La ville respirait doucement. Les fenêtres s'allumaient une à une comme des battements de cœur. Elle pensa à tout ce qu'elle avait perdu et à tout ce qu'elle avait retrouvé, le silence, la dignité, la paix. L'amour ne s'était pas éteint. Il avait simplement changé de forme. Peut-être qu'un jour il se reverrait. Peut-être pas. Mais ce qu'elle savait, c'est qu'elle n'aurait plus jamais à prouver sa valeur à ceux qui confondent loyauté et soumission. Elle ferma les yeux et pour la première fois, respira sans trembler. Les semaines passèrent. Le vide se fit habitude, puis espace. Camille reprenait goût à des choses simples. La lumière du matin sur les draps, le bruit du café qui bout, le silence des heures sans obligation. Ce n'était pas une solitude triste. C'était une guérison lente, presque douce. Parfois, une pensée de lui revenait, mais sans douleur. Elle ne cherchait plus à comprendre. Elle acceptait. L'amour, après tout, n'avait pas échoué. Il avait simplement fini son rôle. Et dans ce rôle, elle avait appris la seule chose qu'Élise n'avait jamais su enseigner à personne. Comment se choisir soi-même? Pendant ce temps, Julien essayait de combler le vide qu'elle avait laissé. Il s'enfermait dans le travail, signait des documents sans les lire, vivait à travers les gestes automatiques. Mais la maison malgré tout lui résistait. Chaque objet, chaque pièce lui rappelait qu'elle avait laissé une empreinte plus forte que son absence. Un soir, il relut le contrat une dernière fois et comprit enfin la vérité. Elle n'avait jamais cherché à prendre. Elle avait voulu protéger, pas lui, pas elle, mais ce qu'ils avaient été avant les mensonges. Ce soir-là, il posa le document dans le feu et regarda les flammes consumer son orgueil. Un matin, Élise décida d'aller la voir. Sans fleurs, sans excuses, juste avec ce courage tardif que seuls les remords éveillent.
Camille ouvrit la porte, surprise, méfiant. « Je ne suis pas venu pour juger, » dit Élise. « Je suis venu pour apprendre. » Elles s'assirent autour d'un thé. Les mots vinrent doucement, sans colère. Ce n'était pas une réconciliation, mais un pont. Un simple pont fait d'écoute et de silence partagé. Peut-être que la paix commence ainsi, quand deux femmes cessent de se battre pour un homme et se reconnaissent enfin dans leurs blessures. Le temps avait adouci leur voix. Élise parla de ses propres erreurs, de ses peurs de mère, de cette manière qu'elle avait eue de tout contrôler pour ne rien perdre. Camille écoutait, sans jugement. Elle comprenait maintenant que la cruauté n'était souvent qu'une forme déguisée de peur. Elles ne se sont pas prises dans les bras, pas besoin. Le silence qui suivit valait tous les pardons. Dans ce silence, deux générations de femmes se libéraient l'une de l'autre. Ce soir-là, Camille marcha seule sur le pont qui traversait la ville. L'eau en dessous reflétait les lumières, comme un ciel inversé. Elle pensa à tout ce qu'elle avait vécu et à tout ce qui restait à venir. Elle n'avait plus besoin d'amour pour se sentir complète. Elle s'appartenait enfin. La trahison l'avait blessée, oui, mais elle l'avait aussi libérée. Car parfois, ce n'est pas la fidélité qui sauve, mais la chute qui oblige à renaître. Elle ferma les yeux, laissa le vent lui caresser le visage, et murmura presque pour elle-même. « Je n'ai rien perdu, j'ai tout retrouvé. » Les mois passèrent, et la vie reprit son rythme. Pas celle d'avant, non. Une autre, plus lente, plus sincère. Camille travaillait de nouveau, mais différemment. Elle écrivait des contrats pour d'autres femmes, celles qui avaient peur de se perdre en aimant trop. Chaque signature qu'elle rédigeait devenait un acte de résistance. Ce n'était plus une vengeance, mais une mission discrète. Elle ne voulait plus changer le passé. Elle voulait aider les autres à ne pas s'y enfermer. Dans sa petite agence, entre le parfum du papier neuf et la lumière douce de l'après-midi, elle retrouvait ce qu'elle avait cherché depuis toujours, une forme de justice tranquille. Un matin, elle reçut un message inattendu. Quelques mots, sobres, « Merci pour tout. Je signe mes papiers demain. » C'était de Julien. Il partait refaire sa vie ailleurs, loin des fantômes de leur passé. Elle resta un instant immobile, lisant et relisant la phrase. Il n'y avait ni amertume ni regret, seulement la paix de deux êtres qui ont fini leur histoire sans la détruire. Elle répondit simplement « Bonne route !» Et pour la première fois, elle sentit que le mot « fin » pouvait être beau. Élise, de son côté, vieillissait différemment. Elle passait plus de temps dans son jardin, à planter, à arroser, à recommencer. Ses gestes étaient lents mais précis. Elle pensait souvent à Camille, non plus avec rancune, mais avec une étrange tendresse. Peut-être que cette jeune femme lui avait offert le cadeau qu'elle-même n'avait jamais su accepter, la vérité. Un après-midi, elle écrivit une lettre. Pas pour se justifier, pas pour se racheter, juste pour dire merci. Et dans cette lettre, elle glissa une photo, celle du dîner, ce fameux soir où tout avait commencé. La lettre arriva une semaine plus tard. Camille hésita avant de l'ouvrir, puis sourit en reconnaissant l'écriture soignée. À mesure qu'elle lisait, les mots coulaient comme une pluie douce sur un sol sec. Sincère, simple, tardif. Il n'y avait plus d'orgueil, plus de peur, juste une reconnaissance silencieuse entre deux femmes qui avaient fini par se comprendre. À la fin, une phrase la toucha. « Merci d'avoir écrit ce que moi, je n'ai jamais osé dire. » Camille replia la lettre lentement, la posa sur le bureau et regarda la lumière s'étendre sur la page. C'était un pardon sans parole, une paix qui ne demandait rien. Le soir tomba sur la ville comme une couverture douce. Camille sortit marcher, sans but précis. Les lumières des rues lui semblaient familières, mais plus légères. Elle pensa à tout ce qu'elle avait traversé, l'humiliation, la colère, la solitude, et sentit que chaque épreuve avait tracé une route vers ce moment précis, celui où elle pouvait marcher sans regarder derrière,
Peut-être que la trahison n'avait pas été une fin, mais un passage. Peut-être que certaines chutes sont nécessaires pour apprendre à voler. Elle leva les yeux vers le ciel, et pour la première fois depuis longtemps, il ne lui sembla plus menaçant, mais infini. Les saisons avaient tourné. Le printemps revint, chargé de parfums neufs et d'ombres plus douces. Camille n'était plus la même. Son regard, jadis fuyant, portait maintenant une lumière tranquille. Elle avait transformé ses blessures en force, son silence en langage. Puis petit, on venait la voir, on lui demandait conseil, et sans s'en rendre compte, elle devenait pour d'autres femmes ce qu'elle avait espéré trouver elle-même. Un repère dans la tempête. Parfois, quand le vent soufflait dans les rideaux, elle croyait encore entendre le rire d'Élise. Non plus comme une menace, mais comme un écho lointain d'une époque révolue. Et elle souriait. Un soir, alors qu'elle fermait son bureau, une jeune femme entra précipitamment, les yeux rougis, la voix tremblante. Elle tenait un contrat à la main, exactement comme celui d'autrefois. Camille la fit asseoir, lui offrit un verre d'eau et écouta. L'histoire se répétait, différente et pourtant familière. Mais cette fois, elle savait quoi dire. Pas de conseils froids, pas de promesses vaines, seulement une phrase simple. Ne signe rien qui nie ce que tu es. Et dans les yeux de cet inconnu, elle reconnut son propre reflet d'autrefois, celui d'une femme sur le point de se choisir. Celui d'une femme sur le point de se choisir. Le lendemain, une enveloppe arriva. Pas d'adresse d'expéditeur. À l'intérieur, une seule feuille. Un extrait du contrat original, annoté de la main de Julien. Il avait barré toutes les clauses matérielles, ne laissant qu'une phrase « Je promets de ne jamais oublier ce que tu m'as appris ». Elle resta là, un long moment, à regarder ces mots. Ce n'était pas une demande, ni un regret, c'était un hommage. Le passé ne disparaît jamais, pensa-t-elle, mais il peut enfin cesser de faire mal. Le soir, elle monta sur le toit de son immeuble. La ville s'étendait à perte de vue, vibrante et paisible à la fois. Chaque lumière, chaque fenêtre lui rappelait qu'il existait 1000 formes d'amour et qu'aucune ne méritait la honte. Elle pensa à Élise, à Julien, à la jeune femme du bureau. Tout s'entremêlait dans un même fil, celui du pardon. La trahison, finalement, n'avait pas détruit, elle avait révélé. Et ce soir-là, elle sentit que le cycle s'était enfin refermé, sans rancune, sans retour. Au petit matin, elle rentra chez elle. Sur la table, la lettre d'Élise reposait encore, soigneusement pliée. Elle la relut une dernière fois, puis la glissa entre les pages d'un carnet où elle notait désormais ses pensées. « Les femmes de ta vie ne t'ont pas brisé, pensa-t-elle. Elles t'ont forgé. » La lumière entrait à travers la fenêtre, dorée, presque bienveillante. Elle sourit. Le rire qu'elle entendit dans sa tête n'était plus celui de la moquerie, mais celui d'une paix retrouvée. Et dans le silence du matin, sa voix intérieure murmura, avec douceur. « Ce n'était pas une fin, c'était ma renaissance. »